La demeure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois, en direct à 14 h, et a pour but de vous donner les informations sur l'industrie nucléaire que les autres médias ne vous donnent pas. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, pour animer l'émission, Étienne. Bonjour. Et Isabelle. Bonjour. Et Rémi à la technique. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui est en train de se passer à Fukushima, puisque dans les médias, c'est le blackout absolu. Donc on va glaner les informations sur Internet et sur des sites. Donc il y en a 3 principalement. Le blog de Fukushima, un site qui s'appelle AWEB2U. Et un autre en anglais qui s'appelle Fukushima Diary. Donc, ce qu'on a noté, une des infos les plus importantes et les plus inquiétantes, c'est que depuis quelques jours, le réacteur numéro 2 de Fukushima est en train de chauffer. Donc, il y a quelques jours, les autorités japonaises nous avaient expliqué que tous les réacteurs étaient bien arrêtés, faisaient l'objet d'un arrêt à froid, c'est-à-dire qu'ils étaient à une température inférieure à 80 degrés. Depuis 3-4 jours, la température monte. On est en train de procéder au Japon à la distribution de pastilles d'iode auprès de la population non évacuée qui est située dans un rayon de 30 à 50 km autour de la centrale. Il semble qu'une brusque montée de la radioactivité ait précédé cette montée de température. On est aussi en train de verser de l'acide borique dans le réacteur pour éviter la réaction en chaîne. Apparemment, ils sont en train de déverser massivement de l'eau. Détail intéressant, c'est que hier, TEPCO a expliqué qu'il ne pouvait pas communiquer des températures puisque le thermomètre était tombé en panne. Le thermomètre dans le réacteur numéro 2 était tombé en panne. J'y crois pas. Il n'y a personne qui a un thermomètre sous la main là pour... Voilà. D'après les cartes, parce que maintenant, en plus des cartes météo, on a des cartes de radioactivité. C'est-à-dire que bientôt, à la télé, on va nous présenter la radioactivité pour demain est prévue à tel niveau. Donc, au Japon, il y a des cartes de radioactivité qu'on peut aller consulter sur Internet. Et donc, apparemment, il y a eu une augmentation... il y a une augmentation prévue entre le 13 et le 15 février, c'est-à-dire maintenant, en particulier de césium 134 et 137, et ça a été confirmé hier. Je rappelle que le césium 137, c'est un élément radioactif qui se fixe sur les muscles et en particulier sur le cœur. Donc c'est une des causes de toutes les maladies cardiovasculaires qu'il y a chez les enfants à Tchernobyl en particulier. Cette augmentation de la radioactivité, il y a une explication ? Non, il n'y a pas d'explication, mais on pense quand même que c'est directement lié à l'augmentation de la température du cœur du réacteur numéro 2. On sait aussi qu'il y a eu un panache de fumée dans le réacteur numéro 3 et que la piscine du réacteur numéro 4 continue à fuir. Bon, ça c'est la nouvelle, enfin c'est l'info la plus importante. On a noté, alors au fur et à mesure là, de ce qu'on glane sur les blogs, on note de la contamination externe, interne.
Donc, par exemple, le 6 février, on a trouvé à 20 km de Fukushima des vers de terre radioactifs qui contenaient énormément de césium. Donc, ça veut dire que le sol est bien évidemment contaminé si les vers de terre sont contaminés. On a une autre info intéressante, c'est que le Japon est un des plus gros producteurs de tabac du monde. Et que le Japon a vendu déjà toute sa production de tabac de l'année et qu'il n'y a pas de normes pour le tabac. Ah, chouette. Avec le cancer de la gorge ou des poumons, on peut avoir aussi un problème de thyroïde en rame. Comme ça se cumule. Ben oui. Le 3 février, on nous explique que 180 000 lycéens ont consommé à la cantine du bœuf contaminé. Chouette. Que le 29 janvier, on a une information selon laquelle un repas de cantine scolaire était contaminé. L'article sur le blog a été immédiatement retiré, bizarrement. Il faut dire que le repas avait déjà été consommé par les écoliers, donc c'était un peu trop tard. Voilà, c'est le lot de l'après-catastrophe. C'est-à-dire que tout est effectivement contaminé, on l'a déjà dit. L'eau, le sol, l'air, la nourriture. Et que toutes ces contaminations, en fait, elles se cumulent. C'est bien qu'on cumule ça dans l'organisme. Oui, puis on est installé pour du long terme en plus. Oui, le césium, par exemple, a ce qu'on appelle une demi-vie de 30 ans. Alors, la demi-vie, c'est que la radioactivité, en 30 ans du césium, décroît de moitié. Mais ça veut dire qu'on arrive pratiquement à zéro après 300 ans. Oui. Voilà. C'est ce qui se passe à Tchernobyl. C'est un des radioéléments qui est présent partout et qui dure le plus longtemps. Bon, un petit bon point à noter quand même pour le Japon, c'est que d'ici mai, la totalité des réacteurs japonais seront arrêtés pour révision. Mais enfin, ça démontre bien qu'en un an, on peut arrêter 54 réacteurs d'un pays sans que tout le pays s'effondre complètement ou passe dans la barbarie de la bougie ou je ne sais quoi. Oui. Une autre info sur la contamination, on a trouvé, alors c'est même pas au Japon, c'est à San Francisco, c'est-à-dire que on peut supposer que tout ça arrive à la fois par l'air et par l'eau donc des niveaux de césium 134 et 137 qui sont 150 plus haut que la limite maximum autorisée par l'Agence de protection environnementale des États-Unis. Il est aussi à noter que les gouvernements partout dans le monde augmentent les seuils de radioactivité qui sont supposés être acceptables. Apparemment, les autorités américaines et canadiennes auraient cessé de mesurer la radioactivité dans l'air et ils ne contrôlent plus la radioactivité des produits de pêche. Ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est que c'est vrai que il n'y a pas vraiment de recul, quoi. Donc ils fixent des normes à propos de quoi. D'un côté, ils disent que tout ça, c'est pas dangereux, puis de l'autre côté, on met des normes qu'on change à volonté. Oui, on change les normes à volonté parce qu'en fait, il n'y a pas de normes, acceptables et il n'y a pas de seuil. Et ça, ils le savent parfaitement bien. C'est-à-dire que ce sont des normes de faisabilité technique. Combien on peut évacuer de personnes, combien on va indemniser de gens. Les normes, en fait, elles sont basées là-dessus et certainement pas sur la santé des populations. Et puis comme ces normes, en plus, devraient être calculées sur le temps puisque ça s'accumule. Oui. Difficile à compter. Et pour San Francisco, à signaler aussi que San Francisco, enfin toute la côte ouest des États-Unis, est quand même clafie de centrales et sur la faille de Saint-Andréas. Sur la face de Saint-Andréas, effectivement, le jour où ça pète, là, on sera tous très très mal. Voilà, donc on n'a plus qu'à espérer que qu'ils retrouvent leur thermomètre dans le réacteur numéro 2 pour nous expliquer ce qui se passe.
Mais au Japon même, il y a pas mal de réactions quand même aujourd'hui. Oui. Pour le moment, là, on a parlé de contamination, et puis, alors ils essayent quand même, on en avait parlé la dernière fois, de décontaminer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décontaminer? C'est-à-dire qu'on a des zones entières d'environ 20 000 hectares où tout a été touché par la radioactivité, le sol, les bâtiments. Voilà. Donc, il y a un article très intéressant qui est paru dans le New York Times, et je vais vous en lire quelques extraits. Donc, on avait déjà parlé de cette ville Itate au Japon qui est à l'extérieur du rayon des 20 km, qui était une espèce de village modèle avec des gens qui essayaient de faire du bio, enfin, de s'installer en tant qu'agriculteurs biologiques. Bon. Donc là, Itate au Japon, alors que 500 travailleurs en tenue de protection contre les matières dangereuses se déploient en éventail pour décontaminer ce village, leur confusion est apparente. Faut-il creuser à 5 cm ou à 10 cm de profondeur ici ? Demande un superviseur de site à ses collègues en désignant une parcelle de la couche arable radioactif à enlever. Il poursuit: nous sommes tous des amateurs. Personne ne sait vraiment comment enlever le rayonnement. Alors, encore plus inquiétant pour les gens qui s'opposent au programme de décontamination, c'est le fait que le gouvernement a attribué les premiers contrats à 3 entreprises de construction, des sociétés qui n'ont pas plus d'expertise dans la décontamination du rayonnement que quiconque, mais qui ont profité énormément de l'emprise précédente de l'énergie nucléaire du Japon. En effet, ce sont ces 3 mêmes entreprises qui ont contribué à bâtir 45 des 54 centrales nucléaires du Japon, y compris les bâtiments réacteurs et d'autres bâtiments à Fukushima. Y compris les piscines qui fuient ? Oui, un critique de l'industrie nucléaire japonais, Kyoshiko Sakurai, dit « L'industrie nucléaire japonaise est gérée de telle sorte que plus vous échouez, plus vous recevez d'argent. » Oui, ça me rappelle, ça rappelle un peu chez nous aussi. Oui. Voir le PR où on triple les budgets, il n'y a pas de souci. Donc, on continue dans l'article. Il y a peu de consensus sur les méthodes de décontamination qui pourraient se révéler efficaces au Japon. Ben oui, on ne sait pas décontaminer. Les particules radioactives sont facilement transportées par le vent et la pluie et pourraient contaminer à nouveau les cités et les villes, même après qu'une équipe de nettoyage soit intervenue. Alors, bien que les grandes entreprises aient remporté les principaux contrats à ce jour, l'essentiel de la tâche, c'est-à-dire frotter, creuser, est mené par de nombreux sous-traitants et des sous-sous-traitants qui, à leur tour, reposent sur des travailleurs occasionnels non qualifiés pour faire ce sale travail. Oui, parce que si je résume, si c'est des cimentiers qui ont pris le budget de décontamination, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser la terre, ils vont faire un grand tas, ils vont mettre du béton tout autour, mais la durée de vie du béton est bien inférieure à celle de la radioactivité. Donc, on se retrouve type Tchernobyl à refaire des sarcophages sur sarcophages. Enfin... C'est vrai que la question, c'est la décontamination, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette terre ? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets? Mais je crois qu'on ne sait pas. Cette terre, cette eau, même cet air, il faudrait les cendres, oui, c'est ça. Les cendres, les boues radioactives, ils savent absolument pas quoi en faire. Donc, alors, il y a certains habitants qui croient pas, enfin, qui se disent que de toute façon, les soi-disant grandes industries qui n'ont aucune expertise feront pas le travail. Donc, ils ont décidé de faire appel à des experts universitaires pour prendre les choses en main eux-mêmes. Donc, il faut mettre des gants. Hein. Les experts universitaires suggèrent que la décontamination doit commencer sur les montagnes boisées qui couvrent les 3/4 de la superficie de Itate. Un agriculteur déclare « Même s'il nettoie nos foyers, le rayonnement va être amené vers le bas des montagnes et recontaminera tout. » Ce même agriculteur a emmené un expert universitaire dans une montagne voisine
pour tester l'efficacité de l'enlèvement des feuilles mortes du sol pour réduire les niveaux de rayonnement. Récemment, une douzaine de bénévoles, dont certains ont 70 ans, se sont disséminés sur une montagne enneigée pour ratisser les feuilles dans des sacs en tissu, ne portant que des vêtements ordinaires et des masques chirurgicaux. Oui, cette histoire effectivement de retraités qui sont désignés volontaires pour les décontaminations en disant que à 70-80 ans, le cancer se développe plus lentement. Donc ils se portaient volontaires pour prendre ce risque-là plutôt que de le laisser à des plus jeunes. Mais enfin, bon, c'est surréaliste et glaçant. Voilà, donc la lutte s'organise au Japon. Elle s'organise, elle est en train de prendre de l'ampleur. Samedi dernier, plus de 12 000 Japonais ont pris part à des manifestations contre l'énergie nucléaire à Tokyo et dans d'autres villes. Le rassemblement s'est déroulé sous le slogan « Protégeons notre terre et nos enfants ». Les organisateurs de ces rassemblements sont aussi en train de recueillir des signatures en soutien pour un référendum sur le refus de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cette initiative a été soutenue par plus de 250 000 personnes à Tokyo, ce qui est suffisant pour qu'un référendum ait lieu dans la préfecture métropolitaine du Japon. Au total, les dirigeants du mouvement antinucléaire espèrent récolter 10 millions de signatures et la réaction du maire de Tokyo, qui ne veut absolument pas entendre parler de ce référendum, c'est de dire, je cite, « Les antinucléaires sont aussi stupides que des singes ». Voilà, ça c'est nous. Donc, il ne soumettra pas le projet de loi. Et selon lui, citation, « l'abandon de la technologie nucléaire signifierait la régression aux singes ». Voilà, on continue. Voilà. Alors, un groupe de musiciens japonais qui s'appellent les Flying Dutchman au mois de janvier fait un concert où pendant 20 minutes, c'est une chanson qui dure 20 minutes, où le chanteur du groupe dénonce violemment l'industrie nucléaire au Japon. On va peut-être en entendre un petit extrait. C'est en japonais, mais je vous... Tu nous traduiras en direct? Je vous traduirai en direct, oui. Voilà, et ça dure 20 minutes. Voilà, titre du morceau, Human Error, l'erreur humaine. L'erreur humaine, et ça se bon, il y a plein de citations, mais je vous dirai comment ça se termine vers la fin. 50, 100 ans ou 200 ans à partir de maintenant, les gens pourront regarder en arrière à notre époque et dire c'était une bande de Hitler, une bande de maniaques génocidaires. Si nous voyons la vérité derrière les mensonges, nous pouvons changer le monde du jour au lendemain sans violence.
Voilà, Ouais. c'est très... Enfin, on voit nous, on voit son visage. Il est très impliqué. On peut le voir sur le site fukushima.over-blog.fr. Voilà, c'est ça. Bon, autrement, je vois qu'on va peut-être abandonner 30 secondes. Enfin, on a déjà passé 20 minutes sur Fukushima, c'est bien, on pourrait passer des heures sur Fukushima. Ouais. Voire des centaines d'années. Oui, voire des centaines d'années. Donc, très rapidement, il y a eu un problème en Slovénie, dans une centrale dont le nom est absolument imprononçable. Krsko, c'est probablement pour ça qu'on n'en a pas entendu parler dans les médias français, c'est parce que c'est imprononçable. La centrale de Sivo perd du tritium en très grande quantité qui rentre dans la nappe phréatique. Le tritium se fixe pendant 500 ans sur les organes humains. Enfin, 500 ans. C'est sa durée de vie. On ne dure pas 500 ans. Est extrêmement cancérigène et mutagène. L'autorité de sûreté nucléaire émet un avis positif sur les options de sûreté d'un nouveau réacteur qui s'appelle Atmea, qui est conçu par Areva et par Mitsubishi et qui sera exploité par GDF Suez. Et je vous le donne en mille. Où vont-ils implanter ça ? En Vallée du Rhône, à Marcoule. C'est encore pour nous. Mitsubishi, je relève. On en reparlera. Bon, d'accord. On parlera peut-être la prochaine fois, du coup, de plus en détail du rapport de la Cour des comptes qui est paru au mois de janvier, fin janvier. On va pas s'attendre, on s'attendait pas à ce que la Cour des comptes nous explique qu'ils étaient antinucléaires, mais leurs conclusions sont absolument édifiantes. En particulier sur le manque de précision sur les investissements à long terme, sur les imprécisions par rapport au coût du démantèlement ou le coût de l'enfouissement des déchets. Et juste une petite phrase qui est dans la conclusion. Compte tenu du délai en matière de politique énergétique entre la prise de décision et ses effets particulièrement longs pour le nucléaire, mais qui existent aussi pour toutes les autres filières, ne pas prendre de décision revient à faire un choix, celui de faire durer le parc actuel au-delà de 40 ans. Et je crois que M. Besson a dit récemment que 60 ans, ça irait aussi bien. Ça irait aussi bien que 40. Enfin, aussi mal. Oui. Aussi mal. Donc, on va peut-être écouter... Alors, voilà, nous, ça, c'est le constat qu'on fait. Hein, le constat qu'on on est bien dans une industrie d'une dangerosité absolue. Et sans transition, enfin, c'est le cas de le dire, on va passer un petit extrait de la campagne proposée par Greenpeace qui s'appelle... Libérons l'énergie. Les transports. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On se dit que le nucléaire a de l'avenir, car selon ses promoteurs, il serait propre. Les centrales françaises produisent chaque année 7000 tonnes d'uranium appauvri et 1000 tonnes de combustible irradié. Il faudra plusieurs milliers d'années pour que ces déchets ne soient plus radioactifs. En France, on trouve que le nucléaire est efficace, mais une centrale dépense les 2/3 de son énergie pour se refroidir. C'est autant d'énergie perdue que le chauffage de tous les bâtiments de France sur un an. En France, on se dit qu'on est libre et indépendant. En réalité, on importe 100% de notre uranium depuis des pays comme le Niger ou le Kazakhstan. En France, on aime le risque. Les 2/3 des Français vivent dans un rayon de 75 km autour d'une centrale. À Fukushima aussi, on pensait vivre en sécurité. Même si on construisait jusqu'à 1300 réacteurs, on ne réduirait les émissions de CO2 que de 4%. Sortir de l'impasse est nécessaire. Et pas besoin de revenir à la bougie, ni de tout changer d'un coup. C'est possible en 40 ans, et en moins de 30 pour le nucléaire. Alors, toutes les raisons sont bonnes. Oui. La conclusion est mauvaise. Et oui, l'éternelle question, si c'est dangereux, pourquoi faut-il encore prendre un risque pendant 30, 40, 50 ou 60 ans ? C'est la grande question. Alors donc, tu nous as analysé... Oui, la semaine dernière, j'avais commencé à parler d'un petit livre téléchargeable en PDF sur le site de Greenpeace, qui, pour résumer un peu la situation, reprenait les arguments principaux des pro-nucléaires et donnait la réponse à faire, la réponse de Greenpeace, auquel
nous, on ajoutait notre propre réponse, qui n'est pas forcément toujours la même. Donc, il y avait, je ne sais plus combien, il y avait 11 arguments pro-nucléaires à démonter. Je résume pour... enfin, l'émission de la semaine dernière doit être disponible en streaming sur le site de Radio Galère. Mais enfin, pour faire vite, je vais résumer. Le premier argument, sortir du nucléaire, c'est le chômage garanti, surtout pour les employés de la filière nucléaire. À quoi on répond que c'est quand même, on ne parle pas de la même chose, quoi. 125 000 emplois perdus, peut-être d'autres récupérés dans les énergies renouvelables, etc., n'ont pas à faire dans une discussion où on met en danger la santé de 60 millions de Français. Argument numéro 2, le nucléaire, c'est de l'électricité pas chère. Si, c'est de l'électricité très chère parce qu'il y a une grande partie qui est payée par nos impôts et que de toute façon, c'est à très très long terme. Il faudra qu'on paye pendant des générations le stockage des déchets, pour ne citer qu'un exemple. Le nucléaire, c'est la bougie ou c'est le nucléaire ou le CO2. Bon, là, c'est le grand débat. Greenpeace rentre dans le grand débat d'Europe Écologie des Verts, c'est-à-dire que pas question de remplacer le nucléaire par les énergies fossiles. Ce à quoi nous, on insiste pour dire qu'on préfère quand même le carbone au plutonium et que la France sait tout à fait construire des centrales à charbon absolument pas polluantes. Donc la question n'est pas là. C'est sûr que c'est peut-être pas une énergie définitive, mais pour une transition, le charbon est quand même nettement préférable au risque nucléaire. Donc j'en arrive à l'argument numéro 5 des pro-nucléaires, qui est de dire sans nucléaire, vous aurez des éoliennes moches partout. Réponse de Greenpeace, il y a plein d'autres énergies renouvelables à mettre en place d'ici 2050. Parce que 2050, c'est l'idée de Greenpeace de la sortie, c'est la date prônée par Greenpeace pour la sortie du nucléaire. Alors, nous, bien sûr, mais pourquoi on s'éloigne encore et toujours du sujet? Le nucléaire, c'est hyper dangereux, point final. Pourquoi attendre encore 40 ans pour en finir? Pourquoi continuer de prendre ce risque incommensurable? Je viens d'en parler. Pourquoi on s'oppose au nucléaire? Parce qu'il nous a démontré à plusieurs reprises son potentiel de destruction massive. Et là, on discute sur l'esthétique plus ou moins réussie de la bombe. Je rêve ou quoi? Argument numéro 6. On ne peut pas se passer du pétrole. Réponse. Mais le pétrole, c'est sale et c'est cher. Il est temps de se désintoxiquer. Mieux vaut rouler à vélo. On est complètement hors sujet là ou quoi? Argument numéro 7. Des pro-nucléaires. Sortir du nucléaire coûtera extrêmement cher. Réponse Greenpeace. Pas plus cher que d'y rester. Et d'autre part, le prix des éoliennes ou des panneaux solaires va baisser. Encore un discours de ouf. La voiture, c'est super performant. Oui, mais le vélo, c'est super économique. Non, la question, c'est que la voiture atomique, elle n'a pas de frein. On a le choix soit de la planter volontairement aujourd'hui dans le fossé le plus vite possible, soit de continuer à accélérer encore et encore jusqu'à ce qu'on finisse dans le décor. Oui, sortir du nucléaire coûtera extrêmement cher. Aujourd'hui, ça se compte en euros, mais demain, ça se comptera peut-être en vie humaine. Ça se comptera sûrement en vie humaine. Argument numéro 8. Les éoliennes, c'est moche, bruyant et ça tue les oiseaux. J'invente rien, c'est dans le... Réponse de Greenpeace, pas tant que ça. Bon, rebelote du grand n'importe quoi de la question 5. Parce que Fukushima, c'est beau, silencieux et ça préserve la nature peut-être. Argument numéro 9. Des pro-nucléaires, on ne peut rien faire, ce n'est pas nous qui décidons. Réponse de Greenpeace. Mais si, quasiment tous les pays voisins de la France ont pris la décision de ne pas renouveler leurs centrales ou de sortir du nucléaire. Et en France aussi, on sait se battre pour ces idées. Voyez les combats de Plogoff, du Larzac ou du gaz de schiste. Alors nous, on ne va pas dire le contraire, sinon on ne serait pas là. À la radio et partout où l'on peut. Précisons que si jamais une centrale nous pète dans les doigts, là, pour le coup, on ne pourra plus faire grand-chose. Le nucléaire, ou bien on l'arrête, ou bien on le subit. Rappelons qu'on ne peut pas sortir du nucléaire. Il y aura toujours des tonnes et des tonnes de déchets à gérer. Ce que l'on peut faire, c'est d'arrêter les dégâts. Vite, de préférence. Argument numéro 10. La France importera de Chine ses éoliennes. Réponse Greenpeace. Non, monsieur, l'industrie française du solaire et de l'éolien est en plein essor. Elle manque juste de subventions. Le truc, c'est que la France est bien capable un jour d'importer ses centrales atomiques chinoises ou coréennes. Je relevais le Mitsubishi voilà, pour le prochain réacteur. Le groupe Samsung est en train de rafler presque tous les marchés internationaux d'Areva.
faut dire qu'Areva et son fameux EPR qui triple son budget avant même de sortir de terre, et Bouygues qui n'est pas foutu de couler du béton correctement, bravo les mecs. Enfin, dernier argument, l'argument numéro 11 des pro-nucléaires. En France, on a le nucléaire le plus sûr du monde. Réponse de Greenpeace. Même pas vrai. J'ai failli faire un très joli lapsus, Oui, réponse d'Areva. Oui. Même pas vrai. L'autorité de sûreté nucléaire a relevé en 2010 plus de 1000 incidents et anomalies dans nos centrales nucléaires. Leur nombre a doublé en 10 ans. Quant à la sécurité, voyez, nous, on est rentré facilement dans la centrale de nos gens. Eh bien oui, on peut tout prévoir sauf l'imprévu, comme disait la palisse. On sait faire des études de probabilité, c'est tout. Alors voyons voir, 1000 incidents en 2010 et on double tous les 10 ans. Non, j'ai fait le calcul. Bref, pour la sortie, je fais court parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Pour une sortie en 2050, on a encore un risque de subir 165 000 incidents nucléaires. Bon, vous tenez vraiment qu'on prolonge jusqu'en 2050 ? Cela dit, messieurs de Greenpeace, vous avez dit vous-même à propos de l'intrusion d'un agent que vous avez donné gratuitement à EDF un stress test. Et alors ? Ils vont renforcer la sécurité ? Et alors ? Vous êtes des chiens de garde, c'est ça ? Moi, ce que j'aimerais entendre plus souvent dénoncer, c'est que même s'il n'y avait jamais aucun incident ou incident sur ces foutus réacteurs, même si le nucléaire était absolument sûr, il reste toujours l'industrie la plus sournoisement polluante que l'on ait jamais inventée, sapristi. Non, alors le nucléaire ne sera jamais absolument sûr, et je préfère au mot polluant le mot mortifère, si ça te dérange pas. Ça me dérange pas. C'est donc l'industrie la plus sournoisement mortifère. Bref, je vous aime bien Greenpeace, je vous achète même votre électricité non nucléaire pour mon petit chez moi. Vous avez fait beaucoup et même payé de votre vie sur le Rainbow Warrior dans vos combats contre le nucléaire. De surcroît, votre responsable médiatique du nucléaire, Sophia Majnoni, est super canon. Oui, toi, t'es super macho. Mais bon, avec votre guide de survie à un dîner avec des pro-nucléaires, vous nous prenez vraiment pour des billes. Bien sûr, les arguments des pro-nucléaires sont bien souvent au ras des pâquerettes. Mais ce n'est pas à eux que ce discours s'adresse. Élevez un peu le débat, sapristi, sinon on n'en sortira jamais. Oui, on est toujours dans la question de... On se place, et Greenpeace en premier, sur le fait que le nucléaire serait une question énergétique. Ce n'est pas une question énergétique, c'est une question éthique. C'est une question de morale. Combien de morts on peut encore supporter ? Combien on peut encore supporter de souffrances comme ce qui se passe à Fukushima ? Et ça, ils n'en parlent jamais. Voilà, pour nous joindre, merci, on a un peu dépassé. Vous pouvez venir nous voir les deuxièmes mercredis de chaque mois à Milbabor, rue Consolat, à vérifier sur l'agenda Milbabor, et nous contacter directement à l'adresse mail suivante, collectif-antinucléaire13@orange.fr. Merci Rémi, merci Radio Galère, à dans 15 jours. À dans 15 jours.